On va dire que c'est l'heure. Il est 8h30. On a déjà beaucoup de monde de présent. Les autres prendront le train en marche. Alors, je vais couper le partage d'écran. Hop, pour qu'on nous voit mieux. Alors, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau café social en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocat et Médico Sanel. Merci encore. Donc, j'ai la chance d'intervenir avec Mehdi, que vous connaissez tous, et avec Christophe Sens, qui était le président d'ECF, membre de la commission sociale et bien sûr expert comptable, parce que c'est important que vous ayez des confrères présents pour être au plus proche de vos préoccupations. Donc, pour ce matin, on a prévu de faire le point sur les dispositifs de partage de la valeur. C'est évidemment un sujet d'actualité, puisque c'est en ce moment discuté à l'Assemblée nationale. Il y a eu un ANI qui a été signé en février et sur le sujet par les partenaires sociaux, et pour lequel le gouvernement s'est engagé à le transposer assez fidèlement. L'idée, c'est de voir ensemble où on en est et de voir quels sont les dispositifs majeurs qui devraient ressortir de cette loi. On parle d'une loi assez ambitieuse sur un sujet sur lequel il n'y avait pas forcément d'accord entre le patronat et les salariés. Finalement, un accord a été trouvé. Quand on parle de partage de la valeur, en réalité, la première façon de partager la valeur, c'est quand même le salaire. Et dans ce projet de loi, il n'y a pas grand-chose sur les salaires. On a juste une partie sur la classification, on en parlera rapidement, mais c'est le seul volet, la négociation de branche sur la classification, qui viendrait parler de salaire. Le reste sont des dispositifs dont on connaît tous à peu près le fonctionnement. Donc, c'est l'intéressement, la participation, mais aussi la prime de partage de la valeur qui a été créée à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. Et on parle de ces dispositifs assez généralement. Le projet de loi donc, a pour but d'équiper les petites structures, les moins de 50, parce que pour les plus de 50, pour la plupart, évidemment, tout a été déjà mis en place. Donc, d'équiper les moins de 50 et en tout cas les plus de 11 sur ces questions d'épargne salariale. C'est déjà assez largement le cas. Les petites structures sont déjà équipées, notamment avec la prime partage de la valeur, dont sont saisies les PME. Et on se rend compte qu'il y a plus de 30% des entreprises qui sont passées par un de ces dispositifs l'année dernière. Donc, c'est loin d'être neutre, mais c'est ce qu'on se disait avec Christophe et Mehdi, c'est qu'il y en a quand même 70 qui n'ont pas mis en place de dispositif de partage de la valeur jusque-là. Donc, l'objectif ce matin, c'est de vraiment faire le point sur le projet de loi, où on est, où on va, parce qu'on a quand même une certaine idée d'où on va, de faire le point sur les dispositifs, parce que équiper donc 70% des TPE-PME qui ne l'ont pas encore fait sur les questions de partage de la valeur, c'est aussi des possibilités pour vous, experts comptables, de développer des missions pour votre service social. Donc, il faut se former, pouvoir présenter les choses à vos clients, quelle opportunité, comment déployer derrière les missions auprès de vos clients. On a tout un travail de diagnostic qui sera fait pour savoir si oui ou non ils sont concernés par les nouveautés, mais aussi ensuite d'accompagnement dans le déploiement. Alors Christophe, on va commencer un peu avec toi pour avoir une vision de la négociation, comment ça s'est passé et vers où on va un petit peu dans la négociation de ce projet de loi. Merci Mélanie, bonjour à toutes et à tous, bonjour Mehdi. Donc, on va repartir un peu dans le contexte. Le contexte, nous étions en août 2022. Je vous rappelle, en août 2022, il y a une loi qui est en train de discuter au Parlement, qui est une loi sur les mesures d'urgence de protection du pouvoir d'achat, qui a été votée le 16 août 2022. Mais il y avait un autre élément que tout le monde oublie maintenant, c'était l'affaire Total, tous les scandales autour Total, les bénéfices records de Total, etc. Et donc, le gouvernement, à ce moment-là, a invité les partenaires sociaux à négocier sur le partage de la valeur autour de 3 axes. Le premier, c'est généraliser le partage de la valeur pour tous les salariés. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième, c'était améliorer l'articulation des différents dispositifs de partage de la valeur. Et enfin, le dernier, c'était d'orienter l'épargne salariale vers les investissements responsables et solidaires
ou dans l'économie productive et de transition écologique. Donc ça, c'était les 3 axes qu'avait fixé le gouvernement. Et les partenaires sociaux donc, se sont réunis plusieurs fois pour parvenir, en date du 10 février 2023, à un accord. Et c'est important, cet accord, Annie, parce qu'on l'oublie, mais il a été signé quand même par les 5 confédérations salariales, hormis la CGT, mais tous les autres ont signé, et les 3 organisations employeurs, MEDEF, CPME, UDP, ce qui donne quand même un cadre de négociation large, ce qui fait que le gouvernement, quelque part, était contraint, eu égard au nombre de signataires, de reprendre fidèlement le texte qui avait été voté dans l'ANI, puisque l'ANI, je le rappelle, avait dit également que le texte était subordonné à son extension. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ça, c'est le grand contexte qui avait été fait. Et je reviens vraiment, ouais, c'était ce grand discours autour de la partage de la valeur et notamment de Total, ce qui m'amène à dire, mais Mehdi en complétera mieux que moi par la suite, qu'on a retrouvé dans le texte de l'ANI le bénéfice net fiscal, puisque voilà, donc on retrouve des éléments là-dessus, puisque d'habitude on parle de bénéfice net comptable généralement ou de résultats comptable. Ça, c'était simplement quelques points. Voilà, ça, c'est simplement le contexte. Une loi de 2022 et on invite les partenaires sociaux à négocier, chose qu'ils ont faite et pour lequel le gouvernement retranscrit dans la loi actuelle, et c'est pour cela qu'il y a 2 textes de loi aujourd'hui au Parlement, un texte qui est la transposition de cette année qui est en cours de discussion au Parlement. Là aujourd'hui, on parle dans le texte et pour lequel le gouvernement a assuré les partenaires sociaux qu'ils n'accepteront aucun amendement qui viendrait dénaturer l'ANI. Voilà. Donc ça, c'est le premier texte. Et puis un deuxième texte qui est sur le plein emploi, mais qui concerne plus l'organisation de l'emploi et autres. Voilà le contexte, si je dois rappeler. Et du coup, si on voit le contexte, on sait… Ah, Mehdi, tu veux intervenir? N'hésite pas, n'hésite pas. Oui, juste 2 minutes. Bon, d'abord, bonjour Mélanie et Christophe, et bonjour à tous. Bonjour. Juste pour compléter ce que tu dis, Christophe, très rapidement, il y a un contexte plus général sur le pouvoir d'achat, bien évidemment, mais aussi le désengagement des salariés. Tous nos clients se posent la question de comment stimuler, comment donner envie sur le court terme, je pense à la PPV, comment améliorer le pouvoir d'achat et comment tenter de les fidéliser. Tous les chefs d'entreprise, DAF, DRH, RRH que je rencontre, eh ben, c'est comment rester avec des talents dans une entreprise. Et là, c'est un texte, on va le voir, qui multiplie, entre guillemets, l'esprit collectif, l'envie de travailler ensemble et d'être performant, parce que si je suis performant avec plein de leviers, je peux distribuer quelque chose. Et effectivement, tu as raison, Christophe, à l'époque, c'était Total, est-ce qu'on doit partager le dividende? Eh ben, on a fait autre chose différemment. Et bien sûr, les questions qui vont venir, ça ce sera le cumul des dispositifs et la compréhension des dispositifs par nos clients, donc grâce à nous. C'est ça, c'est ambitieux. En 45 minutes, on va y arriver. Non, ce sera complété, j'en suis sûr, Mélanie. L'idée, c'est de se dire, on voit que c'est en négociation, on ne peut pas savoir le temps que la négociation prendra, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer comme timing pour le déploiement de dispositifs au sein des TPE, PME? Il faut se préparer pour quand? Là, il faudra aller vite parce que le texte va, à mon avis, être voté au Parlement sur cette partie-là, hein, je parle bien, sera voté au Parlement d'ici la fin du mois puisqu'il est prévu que ça finisse le 29, donc c'est aujourd'hui, hein, normalement la première discussion qui se fait au Parlement pour aller ensuite au Sénat. Mais comme tout le monde s'est engagé à respecter fidèlement les partenaires sociaux, et vous comprenez bien qu'après la séquence retraite, on va quand même respecter les partenaires sociaux. Je pense que ça ira vite sur ce texte-là, puisque les premières dispositions sont pour 2024, juin 2024, donc ça doit aller vite. Les branches vont être aussi saisies en 2024, donc c'est un texte qui va partir rapidement. On aura les décrets d'ici la fin de l'année, on aura tout en jeu. Voilà. Du coup, vu que ça arrive bientôt, Mehdi, qu'est-ce qu'on doit retenir principalement? C'est quoi les réformes, enfin les propositions majeures? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on doit retenir en gros? En gros. Pour commencer. Pour commencer, et bien évidemment, Christophe a raison, après cet été, on verra effectivement ce qui sera retenu, puisque vous voyez, c'est un projet de loi. Il y a des amendements qui peuvent corriger peut-être les dates, peut-être des approximations qui seront mieux définies. Premier point, à mon avis, qui est important, c'est d'abord
nos clients TPE, PME, moins de 50 salariés. Très important pour les moins de 50 salariés, c'est la possibilité de mettre en place, elles avaient déjà la possibilité de le faire, un accord de participation. Vous savez qu'il y a un dispositif légal. C'est mal vécu par les entreprises parce que c'est un dispositif imposé pour les plus de 50 avec une règle de calcul qui est un peu particulière, un peu lourde, qui est sur le bénéfice net fiscal. Et on nous dit, jusqu'à présent, tu peux déroger à l'accord de participation si tu proposes mieux. Eh bien, le projet de loi nous dit que pour les entreprises de moins de 50, on pourra faire une formule de calcul qui pourra proposer moins que la formule légale, ce qui est très intéressant, puisque l'accord de participation, normalement, c'est effectivement une formule légale, et on le met en place cette fois-ci. Alors, ce sera ça qui sera mis en discussion pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est qu'on pourra le mettre en place normalement, soit par accord de branche que je récupérerai et que j'appliquerai, 2/3 des salariés, accord d'entreprise classique, mais aussi éventuellement, ça, ce n'est pas encore très, très clairement défini, par décision unilatérale, après consultation du CSE. Autre contrainte qui existerait, et c'est toujours à titre expérimental, le premier vecteur, c'est aussi à titre expérimental pendant 5 ans, c'est cette fois-ci pour les entreprises de 11 à 49 salariés, donc celles qui sont en dessous de 11 ne seraient pas concernées, ce serait l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur si elles ne l'avaient pas fait. Et elles auraient cette obligation, entre guillemets, entre nous, beaucoup d'entreprises ont déjà cette préoccupation, ont déjà fait. Elles auraient cette obligation si elles ont moins de 50 salariés et si elles ont un bénéfice net fiscal égal à au moins 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Ça, ce serait applicable à partir de 2024, ça veut donc dire qu'on aurait l'exercice 2023, 2022, 2021. Je suis une société qui performe, en tout cas qu'on considère qu'il performe, et qui n'a rien mis en place, eh ben, j'aurai l'obligation de négocier un outil de partage de la valeur, participation, intéressement, PPV. Ça, bien évidemment, beaucoup d'entreprises l'ont fait, et si j'ai déjà négocié, eh bien évidemment, je n'aurai pas l'obligation de le faire. Autre point, qui concerne tout le monde, c'est l'amélioration ou un visuel sur des dispositifs qui existent. Le premier, alors je pense qu'il était cher aux partenaires sociaux salariés, ils ont voulu renégocier sur l'obligation de mettre en place un accord de participation. Vous savez qu'avec le nouveau dispositif, il faut que j'ai atteint un effectif de plus de 50 salariés pendant 5 années et après j'ai cette obligation. Ben, ça tombe bien que tu parles de ça parce qu'on a une question. On a une question, devons-nous prendre un effectif d'entreprise selon le code de la sécurité sociale atteinte du seuil sur 5 années consécutives ou devons-nous considérer l'effectif de déclenchement de la loi à une date précise? Alors pour l'instant, rien n'est dit là-dessus, ça ne change pas. C'est toujours l'accord de participation, c'est 5 années. C'est vrai que ça fait partie des négos sur l'ANI, mais l'ANI n'a pas changé la chose. Ce qui a changé, par contre, c'est que vous vous souvenez que j'avais ce seuil de déclenchement d'obligation pendant 5 ans, d'atteindre des effectifs pendant 5 ans, et après, j'étais contraint de mettre un accord de participation, et il y avait une exception à cette contrainte si j'avais d'ores et déjà mis en place un accord d'intéressement. C'est-à-dire que si je faisais bénéficier mes salariés d'un accord d'intéressement, pendant 3 ans, eh bien, ça reportait au maximum, 3 plus 5, 8 ans, la mise en place obligatoire d'un accord de participation. Eh bien, cette obligation, ce franchissement de seuil, même si j'ai un accord d'intéressement, eh bien, je ne pourrai plus bénéficier de cette dérogation 3 plus 5, c'est-à-dire qui porte jusqu'à 8 ans. Bien évidemment, les entreprises qui ont d'ores et déjà un accord d'intéressement avant la promulgation de la nouvelle loi et qui franchiraient le seuil, eh bien, bénéficient de cette dérogation, c'est sûr. Ensuite, autre point qui me semble important, c'est qu'on avait une difficulté sur les avances qui étaient faites sur la participation et l'intéressement. En fait, globalement, on veut sécuriser ces éléments. Je pouvais donner des avances, c'était toujours mal géré parce que quand j'avais des soldes, eh ben, si je voulais récupérer une partie des avances, c'était toujours très compliqué, surtout si elles étaient placées. Eh ben, aujourd'hui, le dispositif, j'essaie d'aller un peu vite, eh bien évidemment, on va sécuriser ce système d'avance puisqu'il y aura une possibilité pour l'employeur de récupérer le solde avec la règle sous les saisies sur les salaires qui ne doit pas dépasser plus de 10%. Autre point, c'est les critères de répartition de l'intéressement. Certains d'URSSAF nous ont un peu enquiquinés parce que vous savez que l'intéressement qui est sur la
performance de l'entreprise avec des critères quantitatifs ou qualitatifs. Les critères, c'était soit je donne la même chose à tout le monde, soit c'est proportionnel à la durée de présence de l'entreprise, soit c'est proportionnel au salaire. Mais on pouvait aussi envisager des salaires planchers, voire un salaire plafond, ou les deux. Maintenant, ce système-là serait uniformisé, accepté, et donc ça permettrait à chaque entreprise peut-être de favoriser les bas salaires s'il y avait un salaire plancher ou plafond. Autre point particulier, on se souvient de la PEPA, ça devait être un one-shot, c'est devenu pérenne, c'est devenu la prime de partage de la valeur, et je peux la donner, je mets en place une PPV, prime de partage de la valeur, et je peux faire des avances par trimestre au maximum. Maintenant, on pourra, je vais dire on pourrait, parce que Christophe a raison, c'est le projet de loi, verser jusqu'à 2 PPV dans l'année. C'est-à-dire que je ferai une PPV. Mais c'est le dispositif qui est pérenne, mais on peut faire un versement quand même provisoire. On peut le prévoir que pour un an. On n'aura pas la même contrainte que pour les autres. C'est ça. Et je peux en prévoir un deuxième. Je te rappelle en plus qu'il y avait des critères qui disaient tu peux donner jusqu'à 3 000 € avec des exonérations sociales et fiscales, mais si tu mets en place un accord d'intéressement de participation, tu peux monter à 6 000. Je me dis qu'il peut y avoir un effet de levier dans les premières années là-dessus. Et en plus, cette PPV, c'était une amélioration, Christophe l'a dit, du pouvoir d'achat, c'était ça l'idée. Je pourrais dorénavant la placer. Vous voyez, une sorte de… On utilise tous les outils pour bénéficier d'une exonération sociale et d'une exonération fiscale en pouvant permettre aussi une amélioration de l'abondement et surtout de l'alimentation, voilà, chercher le terme, du plan d'épargne d'entreprise. Et il serait aussi en discussion la possibilité de bénéficier, vous savez, on avait un régime de faveur d'exonération pour les entreprises, pour les salariés qui avaient sur l'année moins de 3 fois le SMIC annuel. Oui. Le dispositif tombe au 31 décembre 2023. Les partenaires avaient peut-être envie que ce soit en fait une exception possible pour tout le monde. A priori, ce serait possible pour les entreprises que pour les entreprises de moins de 50 salariés. Je dis a priori parce qu'on verra ce qui sera mis en place. Mais vous voyez, il y a une envie quand même de rendre pérenne beaucoup d'outils. Une des derniers dispositifs que j'ai retenus, c'est une obligation particulière, c'est une nouvelle obligation de négocier sur les résultats pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, donc nos TPE, PME ne vont pas être touchés, et qui ont un délégué syndical et qui ont l'obligation de mettre en place un accord de participation. Elles devront prévoir une clause spécifique avant le 30 juin 2024, normalement, qui sera la possibilité, au fond, d'avoir une négociation particulière sur les salaires quand il y a des résultats exceptionnels. Et donc, je pourrais négocier sur un versement supplémentaire de participation, d'intéressement. Si je me permets de t'interrompre là-dessus, on entend beaucoup parler dans la presse de ce point-là, puisque en réalité, l'ANI ne vient pas à définir, et donc le projet de loi pour le moment ne vient pas définir ce que serait un résultat exceptionnel. On renvoie à la négociation d'entreprise, on oblige l'employeur à lancer une négociation, évidemment pas à conclure. Donc, en soi, c'est l'employeur lui-même qui va définir qu'est-ce que c'est un résultat exceptionnel selon lui. Donc, c'est particulier quand même, parce que c'est lui qui va se mettre la règle. Évidemment, il va être accompagné là-dessus par les experts comptables. Christophe ? Je rajoute ce que vient d'être dit. Dès lors qu'il est pourvu d'un délégué syndical, c'est pour corriger. Et donc, le délégué syndical et l'employeur vont devoir s'écharper pour savoir qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel. Parce que déjà, on va passer peut-être X journées à définir qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel. Déjà, entre experts comptables, on se pose souvent des questions, qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel? Donc, imaginez donc quand on est entre partenaires sociaux. Non, je fais un peu taquin, mais c'est un sujet que si on ne définit pas mieux, ça sera des problématiques. Et puis surtout, il y a… pour moi. Je ne sais pas quand tu le vois midi, mais… Voilà. Si. Alors déjà, ça va être un point assez ardu. Et puis, en fonction de l'étiquette syndicale salariée, la vision n'est pas la même sur les résultats, la valorisation. Et puis surtout, ça veut dire que c'est réservé qu'aux entreprises qui ont plus de 50 salariés, atteints pendant plus de 5 ans et qui ont un délégué syndical.
Ça exclut de fait beaucoup de PME là-dessus sur cette obligation de négocier. Ça, c'est vrai, c'est une nouvelle. Pardon, vas-y. On a deux questions sur la PPV. On va y revenir, mais de dire qu'on pourra faire 2 PPV avec donc maximum 3 000 € si on est hors cadre d'accord d'intéressement. Est-ce que ça voudra dire qu'on pourra faire 6 000 ? J'imagine que c'est la logique, c'est qu'on puisse la doubler et ça doublerait le montant possible et susceptible d'être exonéré. Alors, à mon avis, d'ailleurs, juste je rebondis, ce qui sera nécessairement à définir, c'est les plafonds du cumul des outils. Parce qu'il y en a tellement entre participation, intéressement, PPV, et il en manque encore un, que je me dis qu'à un moment, l'assiette d'exonération sociale qu'on pourra distribuer sera assez importante. Ouais, trop, peut-être un peu trop. Est-il opportun de conseiller à nos clients de mettre en place un accord d'intéressement avant le décret d'application, car plus souple et par décision unilatérale de l'employeur? Alors, si vous voulez mettre un accord d'intéressement en place aujourd'hui, vous avez jusqu'à demain pour le faire, pour un exercice civil, si je puis me permettre. Ça va être compliqué. C'est possible. C'est possible. Les conseils sont assez… savent travailler 24 heures sur 24. Mais effectivement, si l'ambition est de se dire je vais conclure un accord d'intéressement parce que j'ai une entreprise dont l'effectif va atteindre 50 salariés et comme ça, je pourrais bénéficier de 3 plus 5, donc j'aurai une contrainte dans 8-9 ans, c'est très court et puis je ne suis pas sûr que ce soit indispensable vu la valorisation et les dérogations qui sont en train d'arriver. Et de même, on a une autre question sur la PPV, mais ça, je pense qu'on l'a déjà traité dans un précédent café. Peut-elle être versée par acompte, trimestriel ou mensuel? Et on peut la verser en plusieurs fois, mais ça, si on a la trésorerie, ce n'est pas très efficace. Ce n'est pas très efficace parce que c'est au jour de la signature qu'on verra si les personnes peuvent en bénéficier. Donc, ça veut dire que si au jour de la signature de la décision unilatérale, le salarié pouvait en bénéficier, on peut la verser en plusieurs fois, mais s'il part, elle sera quand même due. Donc, ce n'est pas spécialement utile et je ne crois pas que ce soit spécialement motivant de la couper comme ça. Je rajoute que là, il y a un point de distorsion entre la direction de la sécurité sociale et les URSSAF sur ce point-là. La PPV, c'est normalement la date de versement. C'est le versement qui fait les exonérations, qui fait foi. Et l'URSSAF, lui, a une vision un peu différente en disant non, pour moi, c'est le fait générateur. Notamment, je pose le problème des payes décalées. Le décalage de paye peut… Donc, on a deux visions. Il va falloir qu'on la clarifie, cette situation, puisque là, c'est pas… On évoque ensemble ce matin quelques pistes et on profite en même temps de mettre des alertes. Et on verra bien les textes qui vont sortir. Mais j'attire un peu cette attention entre la date de versement et la date d'exigibilité. Il va falloir regarder de plus près ce que dira le décret d'application quand il sortira sur ça. Ensuite, il y a un nouveau dispositif. Attends, avant ça, j'aimerais qu'on fasse juste un point rapide sur les différents dispositifs existants. Parce que depuis qu'on a commencé, puisqu'on entend dans la presse, on nous parle d'intéressement, participation, PPV, comme si c'était des choses qui étaient très, très simples et des dispositifs qu'on maîtrisait tous. Ce n'est pas le cas, notamment des salariés, peut-être de certains employeurs. Idéologiquement, quelle est la différence entre l'intéressement, la participation et la PPV? Alors, de ce qu'on comprend, c'est que la PPV, c'était vraiment une mesure de pouvoir d'achat pure et qui n'est pas conditionnée à une réussite spécifique de l'entreprise. C'est juste une volonté de l'employeur. Derrière, l'intéressement, c'est une prime proportionnelle aux résultats et à la performance de l'entreprise. Donc, on est un peu sur une démarche d'objectif. En revanche, la participation, c'est un reversement d'une part des bénéfices. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas la même chose et que la procédure est plus ou moins simple et plus ou moins encadrée. Mais est-ce que tu peux dire un mot sur la distinction sur ces dispositifs? Alors, très rapidement, tu as raison de le soulever. En fait, c'est des visions complètement différentes. À aujourd'hui, la PPV, c'est un one-shot, c'est versé sur cet exercice, et vous l'avez maintenant, c'est pour améliorer le pouvoir d'achat. On sait que la PPV est souvent mise en place par décision unilatérale de l'entreprise. Je ne vais pas dire que c'est discrétionnaire, mais c'est une décision presque discrétionnaire quand je le fais. La participation, aujourd'hui, elle était vécue comme une contrainte parce qu'il y a un dispositif légal qui a 60 ans. Ça ne concernait que les plus de 50 salariés, même si c'est amélioré. C'est la réalisation en fait, d'un résultat économique et je vais partager ce résultat économique. J'atteins ce résultat économique qui est fixé légalement et de fait, je n'ai pas vraiment la main, je dois partager.
L'intéressement, ben, c'était beaucoup plus souple. D'abord, c'était volontaire, c'était pour tout le monde. Et c'est une atteinte d'objectifs, c'est ultra stimulant, à la fois quantitatif et ou qualitatif. C'est à moi de choisir. Ça peut être l'amélioration d'un service après-vente, ça peut être plein de choses différentes. Et l'esprit de l'intéressement de la participation, même si c'est des visions idéologiques différentes, c'est stimuler l'engagement des salariés. Le vrai problème, c'est que les salariés, ils oublient souvent que ça existe. Le seul point qu'ils ont en tête, c'est quand j'ai l'information de l'employeur et qu'effectivement, ben, j'ai des sommes qui me sont versées. Parfois, je suis déçu. Mais effectivement, peut-être qu'il est bon d'être un peu plus pédagogique et de faire un rappel, pas simplement auprès du CSE quand ça existe, mais quand des réunions en disant « mais je crois qu'on n'est pas loin de l'atteinte de l'objectif ». Là, si on surperforme, eh bien, on va atteindre des plafonds et ça pourra déclencher. Autre avantage de l'intéressement participation. Attends, il y a Christophe qui veut intervenir. Non, mais je rebondis sur ce que vient de dire Mehdi et ce que tu posais. Moi, je vais prendre les lunettes vis-à-vis du conseil d'entreprise et de la TPE, comme on a parlé, on parle vraiment de la petite entreprise. La petite entreprise, elle a peur de s'engager sur du long terme. Elle a peur d'un engagement, d'un accord d'intéressement sur 3 ans, d'une participation. Parce qu'elle, elle veut, comme tu l'as très bien dit, elle va verser one shot si elle a du bénéfice, si elle a de la trésorerie. Donc, elle a une belle année 2023, ben, elle est prête à partager. Donc, la prime de partage de valeur lui va très bien parce que c'est à un instant donné, j'ai de la trésorerie, j'ai mes carnets de commandes qui sont bons, j'ai mes résultats qui sont bons, je peux donner. C'est aussi, et tu parlais de pédagogie, c'est pour ça que je rebondis, il va falloir qu'on explique également auprès des chefs d'entreprise que ce n'est pas parce que j'ai un accord d'intéressement que je dois le verser, puisque justement, une des critères de l'intéressement, c'est qu'on pourrait ne pas le verser. Il faut que la règle, le calcul, puisse démontrer que je ne puisse pas le verser. Donc, pardon, excusez-moi. On ne peut pas, par exemple, l'asseoir uniquement sur du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Il va falloir faire de la pédagogie aussi chez le chef d'entreprise sur tous ces dispositifs. Mais il y a un autre point aussi, c'est que ces versements-là, intéressant participation, on pouvait les placer. On pouvait placer ces montants, ce qui permettait d'avoir une exonération fiscale pour le salarié. Mais surtout, quand je les place, psychologiquement, j'ai envie de rester. Je vais rester quelque temps dans l'entreprise et à un moment où il y a un besoin de fidélisation, c'est très important. En fait, intéressement participation, PPV, ça devient aussi des éléments de communication, ce qu'on appelle pompeusement la marque employeur, parce que c'est aussi un élément avec la protection sociale où on rajoute au pouvoir d'achat immédiat. En même temps, il suffit de partir pour avoir l'argent. C'est vrai. Mais les salariés sont moins informés. Alors que si je reste en poste, on est obligé de rester 5 ans pour que ce soit bon. Donc, mais en tout cas, moi je vois dans ces éléments, dans ces outils, la possibilité d'utiliser différentes strates pour stimuler et pour donner de l'argent à des salariés avec des exonérations sociales, voire fiscales, ce qui est très intéressant aujourd'hui, puisque quand même, ça permet d'une partie sur le salaire et les primes classiques de passer sur la solidarité avec des cotisations, et d'autres de se dire il y a une récompense de l'effort fourni et d'avoir des exonérations sociales. Et ça, c'est surtout l'intéressement, finalement, puisque c'est le seul où on peut presque le conditionner à une réalisation d'objectifs. Oui, mais regarde, la participation avec une formule qui ne sera pas forcément contrainte, en tout cas vue comme ça, mais volontaire avec une formule dérogatoire, eh ben, même favorable, je me dis que ça peut être un outil de plus pour avoir une enveloppe d'exonération à offrir à ses salariés. Et j'ajoute ce que vient de dire Mehdi, d'autant plus si cet accord de participation découle uniquement de l'application d'un accord de branche. Donc, j'ai encore plus de sécurité pour l'entreprise. Donc, oui. Donc, il y a une vraie volonté à ce qu'on dynamise, et c'est le texte d'ailleurs qui veut dynamiser tous les outils, on simplifie, on essaie d'harmoniser les régimes fiscaux et sociaux, même s'il y a encore quelques divergences, mais au fil de l'eau, ça va s'améliorer. Le but étant au final de motiver les salariés, mais aussi en sous-jacent, parce que ça a été dit par Mehdi au départ, de fidéliser les salariés. C'est aussi en filigrane.
On entend aussi, parce que là, on est venu les distinguer parce que c'est important de pouvoir expliquer aux clients et aux collaborateurs l'idéologie derrière chaque dispositif. Mais quels sont les points communs de ces dispositifs? Il faut quand même parler du fait que ce sont des dispositifs collectifs. On ne vient pas féliciter le collaborateur qu'on aime bien. Je vous laisse dire un mot. On pourrait. Non, tu as raison, c'est un système collectif très important. Il y a des critères qui sont à respecter de répartition, de détermination, de la mise en place. Mais il y a un point sur lequel tous les trois, on voulait énormément insister, parce que qui dit exonération sociale dit contrôle de l'URSSAF, naturellement, c'est que vous ne devez pas profiter d'un de ces outils pour remplacer en réalité un élément de rémunération qui existait dans l'année précédente. Exemple très simple, on est le 29 juin, demain, il y a une prime d'été qui est donnée à tous les collaborateurs et on se dit naïvement, je vais enlever cette prime d'été puisque c'est soumis à cotisation et comme ça, je mettrai en place un accord d'intéressement ou autre. Si vous faites ça, vous faites retoquer par l'URSSAF. Vous devez absolument éviter de supprimer un élément de rémunération pour le remplacer, en tout cas, par un élément, on va dire, d'optimisation sociale. Oui, Christophe, je voyais que tu voulais intervenir. Non, je voulais juste intervenir par rapport à ce qui est la philosophie. On a rappelé tout à l'heure, pouvoir d'achat, c'est important. Et le texte, notamment sur les accords d'intéressement, nous dit vous pouvez donner une prime plus favorable aux petits salaires. Hein, c'est-à-dire que dans le texte, ils ont modifié un texte, puisqu'on parlait tout à l'heure, collectif, etc. Mais on peut donner beaucoup plus au bas de l'échelle qu'au haut de l'échelle. Voilà, c'est simplement pour bien rappeler même dans la PPV, à tout le monde, l'idée la philosophie recherchée, c'est bien le pouvoir d'achat, et notamment qu'il soit plus à destination des bas salaires. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres, mais on a des dispositifs qui dérogent un peu à cette uniformité classique ou autre proportionnalité qu'on connaît. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les salaires planchers et plafonds. C'est ça. Mais du coup, non-substitution, ça veut dire qu'on ne peut pas se servir de ces éléments, de ces dispositifs pour avoir un régime social et fiscal de faveur et qu'on vienne les remplacer des éléments de salaire. Bon, on imagine facilement le cas que tu peux expliquer sur la prime de congé. Il y a du bruit derrière. Oui, c'est chez moi. Du coup, on peut imaginer que c'est facile pour un contrôleur de venir vérifier que oui ou non, il y avait une prime à cette période-là, et puis pile l'année où on met en place la PPV, il n'y a plus de prime, et c'est exactement le même montant. Bon, là, on peut imaginer qu'il ira sur, en réalité, c'était du salaire. C'est plus difficile de contrôler s'il n'y a pas eu d'augmentation, parce qu'on ne sait pas jusqu'où aurait pu aller l'employeur s'il n'y avait pas eu ce dispositif. Bien sûr, mais en fait, ce qu'il vérifie souvent, c'est les primes exceptionnelles, les primes de bilan, les primes qui ont des noms particuliers. Il prend les bulletins de salaire, en réalité. Ça va très vite. Donc, on maintient les primes. À la limite, après, on ajuste. Oui, ou alors on les dénonce en se disant, tiens, je vais réfléchir sur le dispositif en place, j'attends le projet de loi qui arrive et je le mettrai en place plus tard. Ou il faut que les primes ne soient pas toujours du même montant. Un autre point, oui, pardon, allez-y. Voilà, l'autre point, mais je laisse intervenir Christophe. Non, simplement, vous avez tout à fait raison, mais j'ajoute quand même un point, là, ce matin, pour remettre un peu, entre un salarié qui se dit, on me donne une prime fiscalisée, imposée, chargée, et une prime de partage de la valeur qui est nette de charges, nette de CSG actuellement et nette d'impôt. Bon, peut-être qu'aussi, il y a une réflexion dans les petites entreprises. C'est pas le salarié, le problème. Forcément. C'est pas le salarié, c'est l'URSSAF qui va râler. Le salarié sera d'accord. Absolument, voilà, il y a une pression. Mais le principe de non-substitution, c'est une règle absolue, il faut faire attention. Ouais, il faut être vigilant. Il nous reste une dizaine de minutes. Il y a aussi un nouveau dispositif, le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Alors, je reprends ma question comme je l'avais formulée hier. Un dispositif de plus ou un dispositif de trop? Est-ce qu'on ne se noie pas déjà dans les dispositifs d'épargne salariale? Est-ce que ça va marcher? Et qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je pense que ça va marcher si on explique réellement l'objectif de ces dispositifs. L'intéressement, la participation, la PPV, on l'a dit. Là, c'est le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. C'est montrer qu'ils ont un intérêt direct, les salariés, qui ont 1 an ou moins d'1 an, à la valorisation réelle globale de l'entreprise. Je ne vais pas dire que c'est une sorte d'actionnariat de l'entreprise, bien sûr, mais
plus elle est valorisée sur des critères qu'on va définir, mieux, effectivement, je pourrais toucher en plus une prime spécifique. Alors, cet accord ne pourra pas, aujourd'hui en tout cas, être mis en place de façon unilatérale. Ce sera dans les accords assez classiques, accords de branche, accords collectifs, 2/3 des salariés ou délégués syndicaux. Mais on ne sait jamais. Là, le projet de loi n'est pas dessus. Et l'objectif, c'est d'être directement, pour moi, collaborateur de Christophe, imaginons, intéressé à la valorisation de son cabinet et pas simplement à ses résultats ou à une performance ou qu'on a déterminé. C'est là-dessus, bien évidemment, ce sera de définir la valorisation X. Aujourd'hui, on donnera un montant de référence et on verra 3 ans après comment la valorisation a évolué. Et à partir de là, on me donnera une prime qui sera valorisée en fonction de ce montant de référence. Oui, Christophe. J'ajoute, parce que c'est important avec notre auditoire, que pour être mis en place, et tu as raison de parler, aujourd'hui c'est un accord, et je pense que ça restera un accord. Pourquoi? Parce que c'est subordonné quand même à l'établissement d'un rapport spécial par un commissaire aux comptes, donc soit le commissaire aux comptes existant actuellement dans l'entreprise, ou il faudra nommer spécifiquement pour cette mission-là un commissaire aux comptes. La direction de la sécurité sociale n'est pas fermée pour le transférer aussi aux experts comptables, mais pour l'instant, ce n'est pas dans le texte, donc je reste sur le texte. Moi, j'y vois deux avantages, si vous voulez. Primo, pour les startups. Ça peut être intéressant dans le cadre de sociétés start-up où on a au début des petits salaires, où on va dire aux salariés, ben, on ne va pas parce qu'on commence, mais on a une valorisation qui va être intéressante par la suite. Mais le deuxième point qu'on a tendance à oublier et qui marche aussi et qu'on voit de plus en plus, c'est pour les sociétés à mission. Celles qui génèrent des missions, etc. Donc, ce dispositif-là complémentaire n'est pas si mal que ça quand on va le voir. Et je pense qu'on en aura de plus en plus dans certaines entreprises, voilà, innovantes ou autres, on en aura pas mal de ça. Voilà. Alors, moi, je pense que la vraie question qu'il y aura à voir, c'est quels sont les plafonds qui seront. Est-ce que les plafonds d'exonération, vous savez qu'en général, c'est 3/4 du PAS, est-ce que ce sera effectivement des plafonds qui vont être adaptés ou pas? Parce que ça, c'est important de multiplier les outils, mais c'est important aussi de voir ce qui peut être proposé aux salariés, parce que souvent, on leur promet des choses, quand même, on leur dit des montants, et ce qui sera possible de faire. Moi, je suis curieux de voir là-dessus. On a ensuite peut-être… je dirais, excusez-moi, qu'on a aussi un point, parce qu'on oublie, mais on parle beaucoup de tout ce dispositif, mais il y a des dispositifs, par exemple, où les dirigeants, les chefs d'entreprise, de petites entreprises peuvent en bénéficier. Je parle, par exemple, de l'intéressement. Par contre, malheureusement, d'autres dispositifs, actuellement, dans l'année, on ne les voit pas. Voilà. Et on sait que quand le chef d'entreprise peut en bénéficier, on sait très bien que généralement, c'est stimulant. C'est un peu le point où j'arrive, c'est les actions gratuites. C'est les actions gratuites, on voit qu'il y a un assouplissement dans le versement, sur les limites. Du coup, là, ça concerne les salariés. Qu'est-ce qui est prévu? En fait, ce qui est prévu, c'est d'augmenter la possibilité de détenir des actions attribuées gratuitement, les AGA, pour les salariés. Jusqu'à présent, il y a des plafonds qui sont fixés à 10%. Ça devrait monter à 15% du capital social et voire pour certaines entreprises, ce serait fixé à 20%. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Christophe, j'ai l'impression. Non, mais c'est tout à fait exact. Mais bon, ça concerne, entre vous et moi, les grandes entreprises, où quand on parle de PME, c'est la PME au sens européen. Donc, ça ne concerne pas la toute petite entreprise, entre vous et moi. Là. Oui, voilà. Donc là, c'est quand même l'actionnariat, attribution d'actions gratuites. C'est pour ça que précédemment, on parlait quand même du partage de la valorisation. C'est une façon aussi, j'allais dire, d'être acteur de la valorisation et pas simplement de la performance. C'est une sorte d'actionnariat virtuel, moi je trouve, puisqu'on nous donne virtuellement un montant de référence qui sera multiplié par le gap qui va être fait 3 ans après. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. On a une nouvelle question sur la PPV. Est-ce qu'elle reste exonérée d'IR et de charges sociales en 2024? De charges, oui. D'IR, c'est à voir. C'est à voir.
Peut-être, peut-être Non, pas. non, non. Non, a priori, non. A priori, je vous dis, pour Ils vont l'instant, arrêter. Ouais, en définitive, ils essayent de revenir à des dispositifs harmonisés. Or, on avait là un schéma très dérogatoire, donc ils essayent d'harmoniser. Donc voilà, sauf si vous le on reversez aura ensuite. peut-être la possibilité de placer, peut-être que ça C'est va être ça, sauf plus, mais si on pour les va dans la charges, bonne. c'est évident, Absolument. c'est moins certain. Pour la suite, il est 9h10, on est bon pour moi, on a épuisé un peu tous les grands thèmes de ce qu'on sait pour le moment du projet de loi et des dispositifs existants. L'idée, c'est du coup de rester très vigilant sur ce qui va avancer. Nous, chez ECF, on va évidemment vous accompagner là-dessus. Quand on en saura plus, bah, soit on refera un café social avec Mehdi, soit on fera des communications pour les adhérents avec peut-être, bah, je ne sais pas ce qui se fera à ce moment-là, une présentation des dispositifs, si on fera des modèles de courrier aux clients. Je ne sais pas encore. Ça dépendra de comment les choses vont évoluer. Je dirais que j'en profiter, si on a 3 secondes, pour dire à nos services, et je pense qu'il doit y avoir aussi des collaboratrices et des collaborateurs de paye, que c'est un très bel outil qu'on leur met. On a mis des outils intéressants pour qu'eux-mêmes se valorisent. Parce que généralement, les pauvres, généralement, ils se font enguirlander, excusez-moi la vulgarité, souvent par les employeurs, parce que c'est jamais une tâche facile de faire des bulletins de paye. Mais là, ça veut dire qu'il va falloir connaître mieux le dirigeant, sa philosophie, connaître un peu l'entreprise également, parce que il faut quand même avoir du bénéfice. Hein. On est bien gentil, mais on partage que de la valeur. Hein. La non-valeur, c'est difficile. Et donc, Je c'est partage pas celle-là. Ouais, malheureusement. Moi, c'est pour le chef d'entreprise. Mais c'est important que, j'ai envie de dire que les collaboratrices et les collaborateurs qui nous écoutent s'imprègnent vraiment de tous ces dispositifs parce que pour eux, c'est une manière de se valoriser vis-à-vis de leurs propres clients également. Oui, ce sont des belles missions, ce sont des belles Absolument. missions à venir et qui sont évidemment largement facturables. Entre autres. C'est important. Mais ça, on partage avec les avocats tout le temps. Donc voilà, on vous accompagnera. N'hésitez pas à nous écrire. Vous avez tous mon mail, je vous avais envoyé le lien. Le replay sera dans la newsletter. Donc, si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à le reléguer à vos équipes, notamment en charge du social, et qui n'hésitent pas à nous contacter. Et pour toutes vos questions, posez-les-moi et je les retransmets à Mehdi et Christophe et on travaille ensemble sur ces sujets. Merci beaucoup à tous les participants. Merci à Christophe et Mehdi d'avoir été disponibles et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. À bientôt. Et bonne journée à tous et toutes.